Bonjour, que vous soyez pêcheur à la mouche averti ou futur pêcheur à la mouche, cette émission est la vôtre. Nous nous retrouvons une demi-heure, une petite demi-heure, 4 fois par mois pour apprendre tous les secrets de la pêche à la mouche. Moi, il y a une douzaine d'années, j'ai eu vraiment envie d'apprendre à pêcher à la mouche. J'ai eu de la chance, j'avais acheté une canne, pas terrible sûrement, une soie sûrement mal équilibrée, plein de mouches qui ne convenaient jamais, et puis j'étais parti au bord du Gave d'Oloron. Et puis j'essayais de pêcher, évidemment. Je ne prenais rien et je ne prenais même pas de plaisir. Et puis, il faut dire qu'il y avait un peu plus loin un type dans l'eau, jusque-là, qui lançait comme un dieu à 30 mètres, qui attrapait des grosses truites. Je le voyais au loin, il les caressait sur le dessus de la tête, puis il les remettait à l'eau. Et moi, je me disais, je prends rien. Alors, au bout d'un moment, je suis quand même allé le voir. Je lui ai dit, voilà, j'aimerais bien apprendre. Il y a moyen d'apprendre et tout. Et c'était Eric Tolderer. Et Eric Tolderer, aujourd'hui, je lui ai demandé d'apprendre à nous tous comment on pêche à la mouche. Alors, allons le retrouver tout de suite pour prendre notre première leçon de lancer autrichien. Bonjour, je m'appelle Eric Tolderer et je suis autrichien. Comme vous pouvez voir, je ne suis pas déguisé, mais tout simplement habillé avec des vêtements de mon pays. Pourquoi, vous allez vous demander, je vous raconte tout ça. Tout simplement parce que nous allons aujourd'hui et dans des émissions futures toujours partager quelques minutes ensemble en apprenant le lancer autrichien. Pourquoi le lancer autrichien et pas le lancer français ou anglais ou quelconque? Tout simplement parce que j'ai eu la chance de le découvrir avec Hans Gebetsreuter il y a quelques années, lors de ses nombreux stages, et j'ai immédiatement vu et compris les intérêts qu'il porte, aussi bien de côté pratique qu'en efficacité au bord de l'eau. Et donc je veux partager avec vous qu'est-ce que j'ai pu avoir par mon maître Hans Gebetsreuter. Commençons par le début. Premièrement, on a une canne, on a un moulinet, on a une soie. C'est la base pour réussir la pêche à la mouche. Qu'est-ce que je vous conseille tout au début? C'est tout simplement d'avoir une canne de 8 pieds et demi, 8 pieds ou 9 pieds maximal. Pas lourde, plutôt légère, pour une soie de 4 ou de 5. Donc je vous ai déjà dit, une soie WF de 4 ou de 5, et un moulinet simple, petit, pas lourd. Ça c'est la base. Quand nous avons déjà le matériel équilibré, le plus gros est fait. Maintenant, le lancer mouche, tout simplement, est complètement différent de toutes sortes de lancers pour la pêche à la truite, comme la cuillère, le verron et même le toc. Quand vous pêchez avec un appât naturel ou avec un leurre, il est toujours que le leurre emporte votre fil vers la destination que vous lui donnez. Donc, avec votre canne à lancer, clac, le poids part tout seul. À la mouche, c'est tout le contraire. À la mouche, vous n'avez pas de poids au bout parce que la mouche ne pèse rien. Donc, le poids qui vous permet de lancer votre mouche, de la placer devant la truite, c'est la soie. Donc, le geste est complètement différent. Alors, voyons un peu à quoi ça ressemble. Commençons de suite notre première leçon pratique. On tient la canne avec l'index en haut, en tenant par le haut. Une fois cette prise, on ne change jamais le doigt ni rien. Si on lance comme ça, on reste comme ça. Si on lance comme ça, et si on fait le revers comme ça. Jamais la prise est lâchée. Ça vous permet de travailler avec votre canne dans le bon sens des anneaux et dans le sens de l'âme de la canne que nous allons vu dans d'autres circonstances de nos cahiers techniques. Donc on fait n'importe, mais toujours la prise est la même. Ça c'est la base, la prise de la canne. Ensuite, vous voyez de suite que ce geste est un geste symétrique. C'est-à-dire que vous vous trouvez au milieu de gestes. Vous avez un geste devant et un geste derrière. Et le mot symétrie dit tout simplement égal coupé en deux. Donc, voyons, derrière, devant, pareil. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qui est pareil? Ben, il y a pareil
la force, le temps et l'angle que nous allons voir la prochaine fois. À bientôt. Alors derrière, devant, derrière, devant. Alors vous allez bien réviser pour la semaine prochaine, de façon à bien progresser. Et en attendant, pour mieux comprendre la rivière, nous allons voir la séquence habituelle, l'environnement du pêcheur. Dans l'environnement du pêcheur, qui est très important pour lui, nous traitons aujourd'hui le plancton, source de vie. Pourquoi? Vous allez vite comprendre. On n'en parle pas assez, on n'en parle même pas du tout, mais c'est vital pour que vous puissiez prendre des truites dans vos rivières, chez vous, dans le monde entier, en France et ailleurs. Quand la truite ou le saumon ont fécondé l'œuf et quand le petit alevin sort de l'œuf avec son vésicule vitellin qui est ensuite, comme un jaune d'œuf, absorbé pour lui donner les premières forces, il faut qu'il se nourrisse. Dans certaines revues halieutiques, on peut lire que des alevins qui sont à peine plus gros que 12 mm ou 14 mm commencent à dévorer des larves. C'est une bêtise. Ils ont une tête qui est aussi grosse qu'une tête d'épingle. Ils ne peuvent pas manger quelque chose qui est aussi gros. Donc il faut qu'ils mangent quelque chose de petit, de tout petit. Et ça, c'est le plancton, le zooplancton. Donc il faut que vous compreniez d'entrée l'importance. S'il n'y a pas de plancton, aucune reproduction autochtone peut avoir lieu. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir des truites sauvages dans aucun ruisseau, ni dans aucune rivière, ni dans aucun lac, s'il n'y a pas la nourriture de base pour des petits. Si on a compris ça, ça va déjà beaucoup mieux. Maintenant, le problème se pose pour la rivière en particulier. En étang et en lac, il n'y a aucun problème. Il y a des planctons toute l'année, autochtones dedans, qui vit sa vie, qui est là et qui est prenable par des petits poissons. Mais il faut savoir, et c'est ça où le bon Dieu a fait quand même quelque chose qui est extraordinaire, il n'y a pas de plancton dans les rivières autochtones. C'est-à-dire qu'il n'existe pas, comme des éphémères, des trichoptères, d'autres choses dans la rivière, une souche de plancton qui peut nourrir ces petits poissons. Donc en fait, toute la reproduction des poissons dans une rivière de haute montagne, et des moyennes montagnes et des basses montagnes est basée sur le hasard. Quel hasard? Dieu n'a jamais fait des hasards parce que ça marche depuis des millions d'années. La rivière est alimentée de l'extérieur avec des planctons. Donc, il faut que d'extérieur autour de la rivière, des flaques d'eau permanents ou non permanents, des bras morts, des tout petits ruisseaux, tas de choses, de temps en temps, jettent, versent une cuillère de plancton dans la rivière qui est absorbée par des poissons. Vous comprenez de suite que un cycle de vie du plancton, on a déjà parlé souvent des cycles de vie des éphémères qui durent 1 an, le cycle de vie des planctons est nettement plus rapide, quelques semaines selon la température, mais vu que l'eau dévale de la rivière vers le bas, ils n'en ont pas du temps de faire le nécessaire, de se reproduire en même place. Donc, c'est là le problème. Donc, il faut qu'on arrive à avoir du plancton prenable à la bonne saison pour les alevins. Bon, on a compris que ce sont des tributaires qui nous donnent ça, et donc il est important que l'homme laisse des tributaires, des petits ruisseaux, des marécages autour, pour qu'ils alimentent la rivière pour la production des poissons. Quelles sont les bêtes alors que les petits poissons mangent? C'est du zooplancton, donc ce sont surtout des phylopoda, donc ce sont des petits crustacés, hein, c'est un homard tout petit, ou ce sont des copépoda qui sont de la même famille et qui sont absorbés par des petits poissons dans des endroits très peu profonds, au bord de la rivière, et qui sont injectés dedans par des sources, par des marécages et par des petits avenants de temps en temps par an ou régulièrement selon. Pensez-y, c'est très important, c'est comme ça qu'on a des poissons dans la rivière. Et pour les attraper, ces poissons, il faut bien sûr bien connaître la rivière, mais aussi bien connaître les mouches. C'est la rubrique « La mouche de la semaine ». La mouche de la semaine est une mouche peu connue et pas très employée en France, ni en rivière, ni en réservoir. C'est bien dommage, parce qu'elle est représentée dans tous les cours d'eau, dans tous les étangs, et même dans des petits flaques d'eau, partout en France et même dans le monde entier. La famille s'appelle
des cranflies en anglais ou des tipules en français. La famille est très vaste parce qu'elle fait partie des chironomidés, des diptères, donc des insectes qui n'ont que 2 ailes. En gros, on peut dire qu'elle ressemble à un énorme moustique. Qui n'a pas vu déjà durant l'été ou en septembre ou même en automne, plus tard, des énormes moustiques avec des ailes, 2 ailes seulement, voler le long des murs le soir à la rentrée. Ces mouches-là, qui sont peu connues du pêcheur, représentent une nourriture importante et très abondante pour la truite. Et c'est de cette mouche-là que nous allons parler aujourd'hui. Les imitations nous viennent des Anglais. En effet, ce type de mouche, donc les tipules, daddy long legs, viennent des Anglais, sont nés à peu près au 19e siècle et sont surtout très populaires maintenant depuis les années 60 pour la pêche en réservoir. On va commencer à voir comment on va la monter. Alors, premièrement, nous prenons un hameçon 4 fois long qui envoie ici par au-dessus. 4 fois long, ça veut dire il est beaucoup plus long qu'un hameçon standard. Nous allons ensuite créer l'abdomen à l'aide d'une plume d'airain de substitut d'airain. Nous allons faire le cerclage de ce abdomen pour montrer bien les segments avec un tinsel rouge. Nous allons fixer les 3 paires de pattes et faisant nouer, car ces géants diptères ont des très longues pattes bien pliées. Ensuite, nous allons mettre une paire d'ailes. Comme le mot diptère dit, 2 ailes, évidemment, ils n'en ont que 2. Nous allons finir avec une collerette bien fournie pour donner un maximum d'expression de vie. Et comme c'est un modèle moderne et qui pêche mieux un peu sous l'eau qu'au-dessus de l'eau, nous allons ajouter une bille dorée en tête qui va la faire couler légèrement en dessous de l'eau et qui va, en plus de son aspect général de bonne imitation, donner un reflet de lumière qui va attirer la truite pour la prendre. Cette mouche est très prenante dans tous les eaux. Nous allons voir maintenant quel matériau et quel matériel il nous faut pour la réaliser. Comme matériel pour monter cette mouche, il nous faut un étau. Quelconque modèle, simple ou plus sophistiqué, il suffit qu'il tienne bien l'hameçon. Ensuite, comme outillage propre, il nous faut une pince à acre, un ciseau qui coupe bien, des porte-bobines simples, 2 pour la fixation générale et pour le cerclage, un enfileur ou passe-fil sert toujours si on casse le fil, une aiguille de dubbing pour le vernis de tête et le tour est joué. Côté matériaux, il nous faut pour l'abdomen une plume d'airon ou de substitut d'airon, le rib, donc le fil rouge qui va faire le cerclage, le fil de montage évidemment qui fixe et solidifie toute la mouche, la bille dorée qui va faire la tête brillante et le lestage légère, du faisan, queue de faisan vénéré ou du faisan normal pour faire des pattes, un petit peu de dubbing pour faire un léger thorax, un coup de coque clair pour faire des 2 ailes et un coup de coque roux ou grizzly teinté pour faire la collerette. La touche finale sera réalisée avec un flacon de vernis incolore. Voilà tout pour fabriquer cette mouche. Mettons-nous alors maintenant à l'étau. Nous avons, à préalable déjà, mis la bille dorée sur la tête de l'hameçon. Nous commençons par les enroulements du fil de montage, coupant l'excédent. Nous avançons le fil de montage vers la fin de la hampe
jusqu'à la courbure. Nous ne descendons pas, nous restons en haut. Nous fixons le rib. Ici, c'est un tinsel rouge pour ajouter encore de la brillance à la mouche avec la tête dorée. Nous le fixons tout le long pour ne pas faire un boudin au fond et pour faire un corps uniforme. Ensuite, nous prenons, comme nous avons dit, un segment de plume de héron ou le substitut d'héron que nous fixons pareillement en arrière et nous avançons le fil de montage à 3/4 devant. Nous le laissons en attente. Maintenant, nous tournons la plume de héron vers devant. Nous avons ainsi réalisé l'abdomen. Nous sectionnons l'excédent pour toujours garder le montage propre. Ensuite, les enroulements du tinsel en spire large et sectionné. Ensuite, une partie un peu plus compliquée, nous allons réaliser des pattes à l'aide de fibres de queue de faisan et on va prendre 6 fibres et les nouer pour faire des articulations des jambes des daddy long legs. Nous prenons une fibre alors, nous la plions en rond, nous passons le bout en dessous et avec l'aide de l'aiguille à dubing, nous retirons et nous tirons et le nœud est fait et ça fait une patte. Et ainsi de fait 6 fois et nous avons les 6 pattes de notre daddy long legs. Au début, nous avons donc maintenant réalisé nos 6 pattes et nous le fixons à droite et à gauche pour simuler des pattes qui font évidemment très joli. Ensuite, nous fixons 2 plumes de coq assez claires pour faire les ailes. Les ailes font environ la longueur du corps. On les nettoie. On coupe. On le fixe et on les ouvre avec le fil en croix, derrière, devant, derrière, devant. Voilà. Et avant-dernière étape, nous mettons un hacle de grizzly teinté marron pour finir la collerette. Fixé. Et enroulement. Et la mouche est quasiment terminée. On forme la tête. 3 nœuds demi-clés. Ou 4 pour les inquiets. On coupe l'excédent. Une goutte de vernis avec l'aiguille à dubing. Bien imbibé pour que ça tienne bien. Et terminé. Voilà votre premier daddy long legs. Avec laquelle j'espère vous prendrez beaucoup de poissons. Maintenant, il est temps d'aller prendre l'air. Nous allons pêcher avec une nymphe en ruisseau. C'est la rubrique technique de pêche. La technique dans la nymphe en ruisseau consiste
à mettre la nymphe en amont pour que lentement elle coule près du fond pour qu'elle fasse une dérive inerte. Les truites qui sont donc rangées en dessous des herbiers ici vont essayer de prendre cette mouche si je suis bon et si elle passe comme il faut. On verra ça. On lance en amont. Hop. On laisse bien couler. On vérifie en amont l'indicateur de touche. Et il s'est arrêté et c'est bon. Super. Heureusement qu'on avait l'indicateur, parce que sinon je n'aurais pas pu voir cette touche. Donc cette truite a pris la nymphe en train de descendre vers le fond. Nous pêchons, nous allons essayer de prendre des truites en nymphe, en petite rivière, en ruisseau. Pour ça, nous utilisons du matériel normal, donc une canne de 8 pieds et demi en 9 pieds, une soie de 5, tout à fait normal. Un bas de ligne en nylon monobrun d'à peu près 1,20 m et un bas de ligne tissé spécial, nymphe, indicateur de touche, qui est orange et qui a sur sa partie en haut un indicateur qu'on voit bien. Pour encore avoir une meilleure vue, je mets encore un indicateur supplémentaire pour bien voir la touche. Ensuite, nous mettons une nymphe lestée. Il est évident que le lestage correspond à la puissance d'eau, donc à sa profondeur, d'une part, et d'autre part, à la vitesse d'eau. D'autre part, aujourd'hui, l'eau est froide, nous trouvons à la sortie d'hiver, et donc les poissons se trouvent au fond. Il est donc évident que nous pouvons le prendre que près du fond. Pour ça, je mets ici une imitation de nymphe de porte-bois à billes dorés. Alors pourquoi un porte-bois? Très simple, nous trouvons ici dans des landes en Aquitaine et on sait que les landes sont peuplées de pins et donc le sol est acide. Donc on sait que la plupart des éphémères n'aiment pas des eaux acides et donc on trouve ici, dans ce parcours aujourd'hui, certainement pas beaucoup d'éphémères. Donc je tente ma chance avec un trichoptère, donc un sèche, qui certainement va donner des résultats. Dans le cas où il ne donne pas, on essaiera un gamard qui sont aussi abondants dans ces eaux-là. Donc on lance en amont, on laisse couler la nymphe doucement et on vérifie bien l'indicateur de touche s'il n'y a pas un arrêt sur la ligne. Ensuite, devant moi, la nymphe est atteint le fond. Elle continue maintenant glisser près du fond et va juste à la phase finale remonter en type d'émergente. Premier coulé n'a pas donné de poisson. Toujours attention à la fin, ça peut monter au dernier moment. L'important c'est bien savoir les trois phases. En haut, ça coule. Au milieu, ça glisse près du fond. Et à la fin, ça remonte. Trois techniques dans une seule coulée. On vérifie toujours l'indicateur. À partir de maintenant, on pêche quasiment noyé. Donc on tient le fil. La nymphe se déroule. Elle fait le tour, elle monte. Petite truite qui a pris cette imitation. Une belle arc-en-ciel encore sur cette nymphe peu orthodoxe avec une grosse bille pour aller bien au fond dans les eaux froides de ce printemps. Ah, elle s'est foutue dans l'herbier. Ah non, c'est bon. Elle est ressortie. C'est bien combatif comme poisson. Il est clair que la nymphe tout à l'heure était trop légère et pas allée assez au fond. Et avec ce temps froid, ils sont en bas, il faut aller en bas.
Je vais essayer de la sortir tranquillement avec l'épuisette. Et bien voilà. La décrocher et la relâcher. Bien engamé. Et hop. Et hop, et voilà, et c'est déjà l'heure de nous séparer, ça passe vite, une petite demi-heure à pêcher et à faire des mouches. Alors j'espère bien vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle semaine du moucheur. En attendant, si vous voulez un petit peu plus de renseignements, eh bien n'hésitez pas à contacter le site internet de la chaîne chasseetpêchetv.fr où vous retrouverez la rubrique Semaine du moucheur. À bientôt!